à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici pour partager, certains et d'autres écouter l'expérience du FID aujourd'hui. Je dois avouer que quand Juliette m'a parlé pour la première fois de l'idée de faire cet événement, j'étais à la fois très contente et un petit peu inquiète de savoir à qui ça pouvait potentiellement intéresser de venir parler du FID. Et donc, je suis très contente de voir une salle pleine de visages, au moins pour l'instant, potentiellement intéressés pour voir ce qu'on essaye de faire ici. Alors, je pense que vous avez bien fait de venir parce que au-delà du fil lui-même et de ce que des projets passionnants dont vous aurez l'occasion d'entendre parler aujourd'hui, je crois que j'espère que le principe même du FID s'inscrit dans une volonté et un besoin de repenser assez profondément la nature même de la coopération internationale. Et pour parler un petit peu du contexte justement de la coopération entre les pays les plus pauvres et un pays comme la France par exemple, il y a des éléments de contexte qui sont entièrement différents de ceux qui étaient en place au moment où l'architecture de cette coopération s'est mise en place il y a maintenant plusieurs décennies. D'abord, il y a eu une croissance mondiale dont on ne peut que se réjouir, mais qui a eu deux conséquences. Les pays, même les pays les plus pauvres, pas les pays absolument les plus pauvres, même beaucoup des pays du Sud pauvres sont moins pauvres, on peut s'en réjouir, leur budget ont augmenté, leurs ressources propres ont augmenté, leurs capacités techniques ont augmenté, même s'il y a aussi, il reste toujours du travail, et ils sont capables de débloquer plus d'argent pour leur propre budget. Donc la part de la coopération internationale dans les budgets de ces pays n'est pas si élevée que ça, à l'exception de tout petits pays particulièrement pauvres qu'on trouve certains pays africains. L'aide représente une partie plus importante de leur budget. Mais en général, en moyenne, sur le continent africain, c'est moins c'est moins de 15% de l'aide, la portion de l'aide dans les budgets. Ce qui n'est pas rien, mais ça veut dire qu'il y a 85% qui est financé par les pays eux-mêmes. Par ailleurs, une autre évolution, c'est l'apparition sur, disons, le marché ou la place de la coopération internationale de pays émergents, les BRIC, donc le Brésil, la Chine, qui dépensent de grandes quantités dans des projets, que ce soit des projets commerciaux ou des projets de coopération, créant potentiellement une forme de compétition avec les pays, disons, traditionnels, les anciens colonisateurs, etc. Et donc une baisse relative des budgets qui viennent d'un pays comme la France, par exemple. Donc potentiellement, et ça c'était déjà quelque chose qui était clair avant même la crise du Covid, il y avait une espèce d'évolution lente possible et potentielle vers une pertinence ou une relevance, une importance moindre du concept même de la coopération internationale, où je me souviens des années où Bill Easterly et Dambisa Samoyo se demandaient si l'aide était bonne ou pas bonne, et en fait, au fur et à mesure des années, je pense qu'ils n'ont fait rien, l'aide ne devient ni bonne ni pas bonne, mais tout simplement pas particulièrement pertinente pour qui que ce soit. Ce qui me paraîtrait une occasion manquée, grave. Parce que la coopération internationale, venant de pays comme la France, de la communauté européenne, des États-Unis, etc., a la capacité d'agir sur certaines dimensions que n'ont pas d'autres pays.
que ce soit les pays eux-mêmes ou que d'autres pays, comme la Chine par exemple, n'en a pas nécessairement la volonté. Et pour cela, en fin de compte, l'horizon, pour réaliser ce potentiel, pour se concentrer sur ce potentiel, ça nécessiterait, à mon avis, de se concentrer sur 3 axes, de concentrer les politiques de coopération, et je parle de coopération systématiquement, c'est pas forcément le meilleur terme, mais c'est certainement beaucoup mieux que aide, de réaliser cette coopération, de la concentrer sur 3 actes importants. Une, c'est la capacité, ce qu'ont les pays riches, qu'on a bien vu dans le cas de Covid, c'est la capacité d'emprunter très rapidement des sommes extrêmement importantes que n'ont pas les pays pauvres. On a vu par exemple dans la crise du Covid que les pays riches ont pu dépenser à peu près 25% de leur PIB en mesures de stimulus fiscal, d'argent qu'ils n'avaient pas, mais qu'ils ont emprunté. Ce qui a permis dans les pays riches, comme la France, mais aussi comme les États-Unis, à créer une protection sociale extraordinairement efficace. On l'oublie tellement elle a été efficace, on s'en est même pas rendu compte. Sans augmentation de la pauvreté significative, ni aux États-Unis, ni dans la plupart des pays d'Europe. Mais dans les pays les plus pauvres, la part des mesures de stimulus fiscal du PIB pendant la période de Covid a été de 2%, d'un PIB beaucoup plus faible. Donc on voit bien l'énorme différence. Et d'où vient cette différence? Un pays, le Togo, ne peut pas aller emprunter auprès de qui que ce soit internationalement, sauf dans le cadre du FMI ou de bailleurs bilatéraux, pour soutenir sa politique d'expansion budgétaire pendant la période de Covid. Donc il me semble qu'un outil qui reste disponible à un pays comme la France, ou certainement encore plus à l'Union européenne ou disons une coopération mondiale, c'est la capacité d'intervenir de manière exceptionnelle, très importante financièrement si nécessaire, en cas de crise. Cela ne s'est pas fait pendant le Covid, pas du tout en tout cas à la mesure des besoins, en partie parce que les outils n'étaient pas là. Je pense pas qu'il y avait eu un défaut de volonté de le faire, mais les outils financiers n'étaient pas là. Il y a eu une très longue discussion de plusieurs mois sur les droits de tirage et comment les allouer correctement, etc., qui n'est pas forcément complètement fini aujourd'hui, mais que en prévoyant de manière à prévoir la prochaine crise, on peut imaginer avoir en place les tuyaux de manière à pouvoir être capable d'assurer au Togo de pouvoir dépenser 25% de son PIB, pas de notre PIB à nous, à des mesures exceptionnelles, dans des situations exceptionnelles, de la même façon que nous l'avons fait. Or, ces situations extrêmes, malheureusement, à cause des changements climatiques, elles deviendront de moins en moins exceptionnelles et extrêmes. Donc ça, ce serait un premier axe. Le deuxième axe où je crois que nous ne sommes pas... La coopération internationale n'est pas remplaçable, a toujours existé, c'est l'aide à la constitution et le partage des biens publics mondiaux. Par exemple, après-guerre, il y a eu une baisse exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité de la mortalité infantile dans le monde entier, dû en particulier à un partage des connaissances, à un partage des médicaments, etc., en particulier les antibiotiques et la vaccination. Il y a eu aussi une diffusion de nouvelles méthodes d'agriculture aussi, avec des projets de recherche internationaux dans le cadre du CGIAR, qui sont des expériences comme ça de biens publics mondiaux traduits, répandus dans le monde entier. Ça reste, et naturellement, on parle de biens publics mondiaux, on parle de coopération internationale et de travail ensemble. Dans ce contexte, un de ces biens publics mondiaux, c'est les nouvelles connaissances, les nouvelles
l'innovation, pas seulement l'innovation technologique, les téléphones portables, etc., bien que ça fasse partie de l'innovation, mais aussi l'innovation de processus, l'innovation de politique, de conduite, de comment conduire une bonne politique pour que des pays, justement, qui essentiellement dépensent leur budget à eux, sur la santé, sur l'éducation, etc., puissent le faire de la manière la plus efficace possible. Pour cela, il y a une innovation sociale, une innovation de processus, une innovation qui peut être soutenue, pas imposée, mais soutenue, accompagnée, financée, et qui permettrait, si on apprend les résultats de ce qui a été essayé dans de nombreux pays, de produire une catégorie de biens publics mondial qui est la connaissance, l'outil, la boîte à outils sur ce qui marche, sur ce qui marche pas. Et ce qu'on a vu très très positif, je crois, depuis le début des années 90, c'est une forme de pragmatisme plus important dans beaucoup de pays, que ce soit en Afrique ou en Asie du Sud, sur des problèmes très concrets touchant à des questions de vie et de mort pour les gens, littéralement, la mortalité infantile, la mortalité maternelle, un focus plus important que peut-être dans le passé sur ces questions-là dans beaucoup de pays, en particulier suite justement à la décision internationale de se concentrer d'abord sur les objectifs du millénaire, puis sur les objectifs, sur les Sustainable Development Goals, mais avec aussi le développement et le passage d'un pays à l'autre de technologies ou d'idées efficaces qui pouvaient être très très simples, mais qui ont montré leur efficacité, comme des développements de comment mettre en place un système d'ambulance qui a commencé au Sri Lanka, puis qui est passé d'un pays à l'autre pour sauver les mères dans des situations d'accouchement difficiles. Le FID a l'intention d'intervenir essentiellement sur ce troisième volet et se conçoit de manière un peu peut-être pas particulièrement modeste, mais comme un instrument clé de la modernisation de la coopération, justement par le soutien à l'innovation. Ce que le FID essaye de faire, c'est de financer la possibilité d'innover, de prendre des risques, calculés, mais des risques quand même, d'évaluer et d'apprendre de ces expérimentations pour arriver plus rapidement à des politiques, des solutions innovantes qui marchent, d'éliminer celles qui ne marchent pas et de passer à l'échelle celles qui marchent, à la fois dans les pays où elles ont été essayées et après réplication et tests dans d'autres pays. La création du fonds a été une initiative du président de la République française. Elle a été annoncée le 17 décembre 2020 dans le cadre du Conseil présidentiel de développement. Elle s'inscrit, elle a eu lieu après un effort de préfiguration qui a duré tout le début, toute la fin de l'année 2019, mais et aussi des discussions qui ont été lancées par Hervé Berville, qui devait être parmi nous aujourd'hui, mais qui est retenu à l'Assemblée. Le FID est une organisation indépendante dans l'attribution des financements. Il est financé par l'État français, le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères. Il est régi par un conseil de direction que je dirige et il est hébergé par l'AFD qui le fait bénéficier de sa grande expérience à la fois de comment les choses se font en pratique, comment les fonds sont alloués, comment les procédures marchent ici ou là, mais les décisions de financement sont indépendantes. Et le dispositif de financement est inédit, en tout cas dans l'écosystème français, et ambitieux. L'idée est d'avoir un processus, on en reparlera quand les porteurs de projets décriront leurs projets, mais d'avoir un système de financement dont le cycle de vie est un petit peu parallèle du système de venture capital pour les solutions de business, mais l'équivalent pour des programmes de politique publique. Donc on a tous les financements sont 100% de subventions à hauteur. On a le FID a un budget de 15 millions annuels
Les étapes sont d'abord les financements de préparation pour des petits montants qui permettent de préfigurer une idée, et ensuite du financement par stade plus traditionnel, stade 1, projet pilote, stade 2, test et passage à l'échelle moyenne et test, stade 3, réplication et passage à l'échelle, souvent dans le cadre soit d'une entreprise privée ou d'un gouvernement. Il y a un mandat spécifique qui est la lutte contre la pauvreté et les inégalités en passant par l'innovation au service des politiques publiques pour que les politiques qui servent les plus pauvres d'entre nous dans le monde soient plus efficaces. Donc, même si nous finançons des projets et la mise en œuvre de ces projets, nous ne finançons jamais un projet juste pour le projet lui-même, mais nous finançons un projet pour le potentiel qu'il a à nous montrer une voie nouvelle qui pourra ensuite être empruntée par d'autres qui auraient des objectifs similaires. Donc, aux étapes, ce que ça signifie en pratique, c'est qu'aux premières étapes, nous pouvons juste financer un essai de faire quelque chose parce que ça paraît plausible, mais que dès qu'on entre dans le stade 2, par exemple, nous recherchons une évaluation rigoureuse qui permette d'obtenir des résultats crédibles et pour décider quelle est la bonne marche à suivre. Dans ce contexte, il n'y a pas d'échec. Il y a des projets qui marchent, il y a des projets qui marchent pas. Mais savoir que qu'une bonne idée sur le papier se trouve avoir des problèmes sérieux en pratique et ne pas avoir les résultats escomptés, pour le FID, c'est un succès, même si il y a quelqu'un qui est déçu parce que probablement il avait une bonne idée. Mais pour nous, c'est toujours un succès parce que même si on compte en général le nombre de gens qui ont été servis par des programmes dont l'efficacité a été démontrée, je suis, dans mon travail à moi par exemple, assez fière du nombre de gens qui n'ont pas été servis par des programmes dont j'ai démontré le manque d'efficacité. Et ça fait aussi partie, c'est l'apprentissage et c'est aussi apprendre à rater rapidement plutôt que préserver les projets très, très longtemps. Un an après son lancement, le FID attire de très nombreuses candidatures. Il y avait une priorité importante au départ sur les pays africains qui sont des pays prioritaires pour la France, et nous sommes ravis du fait que un grand nombre de candidatures et de nos financements viennent effectivement des pays africains où il y a une spécificité de la France par rapport à d'autres bailleurs. Le processus de financement est exigeant. Tout le monde n'est pas sélectionné, loin de là, mais il est aussi réactif et nous l'espérons transparent et utile au point de vue des feedbacks que nous donnons aux équipes. Et nous avons déjà sélectionné 37 projets pour un budget de 14,5 millions d'euros. Donc vous pouvez voir nous sommes arrivés au bout d'un an à dépenser notre enveloppe. Donc nous espérons être en contact avec beaucoup d'entre vous dans le futur, que vous soyez des chercheurs, des personnes qui sont dans la mise en œuvre de projets ou des membres de l'AFD ou de l'écosystème de coopération française. Et je vais maintenant laisser la place au premier panel, en particulier en souhaitant la bienvenue à un membre de notre conseil d'administration, Jean-Michel Severino, qui avait lui-même commencé et a montré comment la politique de coopération française pouvait avoir une orientation différente et beaucoup plus réactive et innovatrice quand il était le directeur, je ne sais pas quel est le titre officiel, le président, le chef, le boss de l'AFD. Donc, je crois que Juliette va inviter les membres du panel et je vous souhaite à tous la bienvenue et j'espère avoir l'occasion de parler en one-on-one avec de nombreux d'entre vous.